Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la Cantora de Sciences. Et comme tous les mois, nous accueillons Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Rédactrice en chef de Science Ouest. Et donc on va parler de ce Science Ouest qui est déjà en distribution, qui est le Science Ouest du mois d'octobre 2024, avec un gros dossier sur l'adolescence, là où tout commence, dit-on. Même si parfois on dit que tout se joue avant 6 ans, enfin paraît-il. Et puis on parlera aussi des huîtres. On verra qu'elles sont utiles. Une étude sur les huîtres a montré la capacité de certaines à la résistance à un virus. Et enfin, on parlera de la formation des astronautes. On va commencer donc, Marion, par le dossier l'adolescence. L'adolescence, période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, comme on le sait. Et donc là, eh bien, le corps comme l'esprit subissent des perturbations, des modifications variées, et donc parfois c'est à la grande surprise de l'adolescence lui-même que de sentir des changements dans ses comportements et dans son propre corps. Voilà, je vous laisse la parole, Marion. Merci beaucoup. Effectivement, l'adolescence, c'est un moment finalement d'intense questionnement et de recherche d'identité. Il y a vraiment une place à l'identité, notamment dans notre dossier. Alors en fait, l'idée de parler de cette période que nous, adultes, on a déjà connue, avec plus ou moins on n'est pas forcément toujours perturbé à cette période-là. Il faut un petit peu mettre les choses il faut regarder les choses un petit peu avec un peu de hauteur. Voilà, on voulait un petit peu revenir sur cette période que des enfants vont vivre, que des ados vivent totalement en ce moment, et que nous, adultes, on a pu vivre, et qu'on oublie un peu parfois, parce qu'on est les premiers, nous, adultes, à mettre des étiquettes sur ces ados. On dit souvent qu'ils sont paresseux, qu'ils sont accros à leur téléphone, qu'ils sont maladroits, désintéressés. Voilà. Il y a beaucoup de clichés, en fait, qui sont rarement élogieux, qui pèsent sur eux, et on voulait finalement un peu casser ces étiquettes qui sont loin d'être vraies, et donc de comprendre aussi, bien sûr, c'est notre travail de donner la parole aux scientifiques, de comprendre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui sur cette période très particulière. Alors il faut savoir que c'est un concept assez récent, l'adolescence, qui a émergé au milieu du XXe siècle, et d'ailleurs on n'en parle pas dans tous les pays du monde. C'est intéressant, je trouve, de dire ça. C'est vraiment une conception de la société. Donc déjà ça pose question, mais il est vrai que l'adolescence est quand même un passage obligatoire et crucial, et que, comme vous le disiez, il y a vraiment des changements qui opèrent, qui sont liés à la puberté et qui sont vraiment pas faciles à appréhender. Donc voilà, donc on a évoqué tous ces chamboulements que le corps ou que le psychique peuvent vivre, et on a questionné en fait cette notion de crise, parce qu'on parle de crise d'ado. Est-ce que c'est vraiment une crise ? Oui. Alors, là aussi, il y a un sujet, c'est que, évidemment, il y a un chamboulement hormonal. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une période de questionnement intense. Les jeunes ne se comprennent pas forcément eux-mêmes, mais de là à parler de crise, ça va être assez individuel, en fait. Donc, les scientifiques nous expliquent que, oui, il y a des adolescents qui vont avoir des pensées dépressives, il va y avoir des passages à l'acte, des agressions contre soi ou contre les autres. Il peut y avoir une certaine violence. D'ailleurs, il ne faut pas négliger que 18% environ des adolescents aujourd'hui ont des pensées suicidaires. C'est énorme. Donc voilà. Mais ça va dépendre en fait des uns et des autres. Et puis si on entend par crise ce que nous expliquent les scientifiques que nous avons interviewés, si on entend par crise une remise en question de son identité, c'est pas le seul moment de la vie où ça peut nous arriver. Donc c'est important un petit peu de peser les choses et d'éviter justement de mettre des étiquettes et de faire des généralités sur les adolescents. On peut plutôt dire s'il y a crise, s'il y a une dépression, s'il y a des passages à l'acte, par exemple, voilà. Suicide plutôt. Voilà. Alors on a tout un grand papier sur la santé mentale des adolescents, parce qu'effectivement elle se dégrade beaucoup. Les chiffres sont assez hallucinants depuis le Covid notamment, parce que les adolescents aujourd'hui vivent une période quand même très compliquée. Alors les adultes la vivent aussi. Je pense à la pandémie, mais qui a été suivie par la guerre en Ukraine, la crise économique, l'urgence climatique. Enfin, il y a quand même beaucoup de mots qui affectent notre société. Et pour les adolescents, c'est doublement compliqué parce qu'ils sont les adultes de demain, et c'est compliqué de se construire dans un monde qui vit un tel chaos. Donc voilà, donc les chiffres relatent vraiment cette
ces difficultés-là, et on est revenu évidemment sur les différents symptômes qui peuvent être visibles ou pas forcément chez les adolescents et auxquels il faut qu'on soit tous vigilants pour pouvoir mieux les accompagner et surtout mieux les écouter. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Alors beaucoup de choses. Effectivement, on parlait de changement hormonal, on parlait de changement psychique aussi, mais il se passe aussi des choses au niveau des synapses. Alors les synapses, c'est vraiment ce qui relie finalement les neurones. Et en fait, il y a tout un tri qui se passe au niveau du cerveau de l'adolescent. En fait, on parle d'élagage synaptique. Il y a une suppression de connexions inutilisées qui renforce finalement la vitesse de transmission de l'information entre neurones. Donc on imagine que tout va un peu plus vite, et ce qui permet de consolider les fonctions d'apprentissage, de la mémoire, de la concentration et de l'attention. Et puis, surtout, il y a différentes... Enfin, je dis surtout, c'est que ça se passe en même temps. Différentes aires cérébrales aussi se développent, notamment le lobe limbique, je dis un peu des gros mots, mais qui est le centre de gestion du système de la récompense et donc de l'appétit et de la recherche du plaisir. Donc là, si on réfléchit un petit peu, on comprend que ça peut avoir un impact aussi, bien sûr, sur leur comportement. Voilà, donc il se passe beaucoup de choses. Donc là, j'en dirai pas plus parce que c'est beaucoup mieux expliqué dans nos articles. Mais il faut comprendre qu'il se passe vraiment des choses biologiques, en fait, à cette période-là de la vie. Même si un adolescent ne va pas être forcément en difficulté, avoir des idées suicidaires ou vivre une crise, comme on le disait tout à l'heure. Et dans tous les cas, c'est un âge, c'est une période de la vie où il se passe de nombreux changements neurologiques et psychiques. Voilà, donc c'est important. On a voulu mettre un mot sur cette période qui est donc l'adolescence, et c'est important, je pense, de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je parlais des adultes aussi, de peut-être revenir un peu en arrière et de pouvoir comprendre ce qu'on a pu traverser, mais surtout aussi de mieux comprendre, écouter les adolescents d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Et puis on a laissé aussi une place à l'importance, je dirais, de lever ce tabou qu'on peut avoir sur la sexualité. Alors c'est un tabou qui n'existe pas que à la période de l'adolescence. Malheureusement, il existe totalement dans notre société, et c'est important d'en parler dès à cet âge-là, de parler de consentement, que ce soit à l'école avec les parents. Oui, exactement. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est un vrai sujet qui peut amener de la gêne et du malaise chez les adolescents, et il n'y a pas de raison en fait que ce soit un sujet problématique. Au contraire, on parle aussi de la puberté qui peut être plus précoce aujourd'hui chez les filles, liée notamment aux perturbateurs endocriniens. On parle de l'acné parce que ça fait partie des choses que les ados peuvent vivre à cette période, bien sûr. Et puis aussi de la vie en société. On le sait, souvent c'est une période où les rapports familiaux sont bouleversés, sont plus compliqués, et un adolescent ou une adolescente a besoin un petit peu de se séparer, entre guillemets, de ses parents pour aller vers ses pairs et rejoindre un groupe qui va lui ressembler, avec qui il va se comprendre. Voilà, donc on explique un petit peu les conséquences que ça peut avoir, tout ce chamboulement en fait finalement dans ces relations, et puis comment en fait les adolescents, je le disais tout à l'heure, ne sont pas forcément inactifs, passifs comme on peut les imaginer devant leur écran. Au contraire, ils peuvent être moteurs de l'évolution de la société, et ça c'est très important parce que ils ont des choses à dire, et ils le font beaucoup. Et quelque part, il est dit que l'âge de l'adolescence, c'est aussi l'âge de la révolution. Oui, c'est notre dernier papier, effectivement. C'est vrai que finalement les jeunes, ils sont le moteur de l'évolution de notre société. Je dirais que nous, les plus âgés, on peut tomber beaucoup plus dans la routine, alors que eux veulent imaginer, veulent proposer, peut-être plus que nous. Oui, et je pense que l'on doit s'appuyer sur eux et travailler avec eux, ne pas non plus leur faire reposer tous ces changements sur les épaules. On doit bouger avec eux, et ne pas les regarder. Je vais être un peu brute, mais ne pas les regarder faire à notre place. Voilà, c'est ça. Enfin, on doit prendre exemple. Comme vous le disiez, il est essentiel qu'ils s'opposent aussi. Ils ont ce besoin d'établir un rapport de force pour exprimer leur désir d'autonomie, et ils le font souvent
souvent par rapport à leurs Oui, parents. et je pense que c'est important à toutes les personnes qui ne sont pas adolescentes, plus jeunes ou plus âgées, de comprendre ce besoin-là et d'être peut-être plus, d'être plus compréhensif. Je pense que c'est ça qui peut faire lever les clichés, en fait. Ouais. Alors c'est très variable d'un adolescent à l'autre. Et évidemment, c'est très individuel, tout à fait. Ce sont des parcours de vie, de toute manière. Donc là encore, nous, on a fait attention à sortir de ces généralités-là, mais finalement, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont très similaires d'un adolescent à l'autre. Ce que je disais tout à l'heure sur les changements qu'ils peuvent vivre, que ce soit des changements physiques, des changements psychiques, mais encore une fois, ça reste un parcours personnel. Alors, il y a une étude aussi maintenant qui a été menée sur les huîtres, c'est à la page 9 de Science Ouest, où il est montré qu'il y a une incidence sur une enzyme qui s'appelle la télomérase. Vous pouvez nous en parler un peu Oui, alors là aussi je vais essayer d'être générale parce que c'est un peu technique, mais c'est très intéressant. Ouais. En fait, ce sont des chercheurs à Argenton dans le Finistère qui ont étudié des espèces d'huîtres qui étaient impactées en fait par l'herpès virus de l'huître de type 1, donc c'est un pathogène, et ils voulaient savoir pourquoi certaines huîtres résistent mieux que d'autres à ce pathogène. Il y avait un scientifique, Andreas Dupuy, qu'on a interviewé, qui nous a dit que lui, il voulait savoir si c'était un bagage qui était hérité des parents qui pouvait expliquer les différences de sensibilité ou pas. Oui. Parce que les facteurs environnementaux en fait qui conditionnent cette sensibilité-là, ils sont bien connus, et donc il a voulu regarder un petit peu ce qui se passait du côté de la génétique. Et en fait, ils ont découvert que de manière générale, l'exposition au virus activait chez les huîtres une enzyme qui s'appelle effectivement la télomérase. Alors la télomérase, elle sert à rallonger les télomères. Et les télomères, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les extrémités qui sont protectrices des chromosomes en fait. Vraiment, il y a des petits bouts des chromosomes qui, inévitablement avec le temps, s'érodent. Et là, quand une enzyme une huître est exposée à l'herpès virus de type 1, il s'avère que la télomérase s'active. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est là où c'était inattendu pour eux. Ça ouvre en fait une fenêtre sur la recherche contre le cancer parce que l'activation de la télomérase est en effet un préalable au développement des tumeurs humaines. Dans 90% des cancers quand même. Donc c'est énorme. En fait, il nous expliquait que la télomérase, elle agit en rendant les cellules cancéreuses immortelles et donc forcément les tumeurs peuvent continuer de croître. Donc en fait, de comprendre, alors là on est vraiment sur de la recherche qui démarre, c'est une découverte qu'ils ont faite, mais du coup, de mieux comprendre le mécanisme d'activation de cette télomérase chez l'huître, finalement, peut vraiment nous permettre d'avoir un modèle très intéressant qui pourra peut-être vraiment permettre d'améliorer la recherche sur le cancer. Donc c'est assez dingue de partir de cette recherche sur l'huître pour arriver sur ce genre de sujet qui finalement nous touche de près. Mais voilà, j'espère que c'était clair, que c'est un peu compliqué à l'oral. À signaler seulement que les télomères sont finalement, en se raccourcissant, c'est un système de mort programmée des cellules, et que les cellules cancéreuses, elles n'ont plus cette mort programmée parce que la télomérase est constamment présente, quoi. Exactement. C'est comme ça qu'elles deviennent immortelles, effectivement. J'avais pas pensé à ces détails-là. Il y a des recherches actuellement sur cet aspect. Comment se fait-il que l'activité de la télomérase diminue et donc est-ce que l'on pourrait ralentir cette diminution de la taille des télomères ? Et je crois qu'il y a des études, il y a des études qui se font là-dessus pour essayer de comprendre, d'influencer finalement, et d'influencer. Bon, indépendamment de ça, les processus de vieillissement ne sont pas seulement liés au fait que les télomères se réduisent. On est sans arrêt soumis on a des modifications au niveau de notre ADN en permanence, on est soumis aussi à des rayonnements, etc., qui font que ça va modifier notre ADN plus ou moins et faire que de plus en plus il va y avoir des erreurs dans le décodage de notre code génétique. Mais enfin bon, en tous les cas, les télomères sont
des éléments de la mort programmée des cellules. Et voilà. Et là, finalement, cette recherche sur l'huile va permettre de peut-être mieux comprendre ce mécanisme d'activation. Voilà. Et donc peut-être que, alors là, on est en train de faire des hypothèses, mais peut-être que si... oui, là, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Si l'on empêche les cellules cancéreuses d'être éternelles, immortelles en quelque sorte, en empêchant cette activité maintenue et de la télomérase, peut-être qu'on aurait une voie de recherche intéressante. Enfin bon, on est parti dans les spéculations là, quand je dis ça. Tout à fait. Alors, voilà pour cette étude finistérienne. Très intéressante. Alors après, on parle des astronautes qui se forment à Nantes. Ils se forment à la géologie, je crois, c'est ça ? Oui, alors ils se forment à distance. Donc il y a des astronautes de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et de JAXA, l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise, qui ont participé à un programme avec les chercheurs du LPG à Nantes, donc c'est le laboratoire de planétologie et géosciences, pour utiliser la réalité virtuelle pour mieux comprendre la géologie de la Lune et de Mars. Alors effectivement, en fait, ils ont posé un casque de réalité virtuelle sur leur tête et ils ont pu finalement se retrouver les uns et les autres comme des avatars à marcher sur la Lune ou sur Mars grâce aux images. Alors pour la Lune, c'est vraiment toute la Lune est reconstituée virtuellement grâce à des photographies argentiques qui ont été prises sur place par les astronautes américains en 1972, et les images de Mars ont été prises grâce au rover Curiosity qu'on connaît bien. Donc en fait, les scientifiques à Nantes ont reconstitué vraiment la Lune et Mars pour pouvoir se balader dessus grâce au casque de réalité virtuelle, et de pouvoir permettre aux astronautes de s'emparer de cet outil. C'est très important parce que ils vont, en fait, dans ce programme-là, ils leur apprennent à identifier les propriétés de roches pertinentes pour la recherche scientifique et de discuter, en fait, notamment du vocabulaire adéquat pour parler de la géologie, parce que ça fait vraiment partie de la formation proposée par l'ESA, parce que quand ils vont peut-être partir en mission, ils auront besoin, en fait, de comprendre ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent, pour identifier assez rapidement si, par exemple, ce caillou, il est important et il a un intérêt scientifique ou pas. Donc c'est vraiment montrer comment finalement la réalité virtuelle est un vrai outil pour la recherche et facilite aussi les collaborations, parce que les astronautes n'étaient pas forcément à Nantes sur place et ils ont pu travailler ensemble sur plusieurs jours grâce à cet outil-là. Et c'est vrai que c'est assez sympa en fait de travailler de cette façon. Il y a quelque chose de très réel. Ce sont des astronautes français qui viennent là ou d'un peu alors j'ai pas la liste exacte qui a participé, mais pas que, parce que c'est vraiment l'agence spatiale européenne et l'agence japonaise. Donc il y avait peut-être des Français, mais là j'ai pas la liste des personnes qui étaient présentes. Ils ont vraiment juste cité les agences impliquées, mais oui, parce que je pense qu'il y avait une certaine confidentialité. Mais en tout cas, c'est vraiment un programme très intéressant qui permet vraiment aux astronautes de mieux comprendre les reliefs extraterrestres. Voilà. Mais alors, avec ça, ils pourront aller sur la Lune et ils connaîtront déjà la géographie, le relief. Alors, pas de toute la surface de la Lune, parce qu'ils n'ont pas pu tout reconstituer déjà, et puis ils iront à des endroits précis s'ils vont sur la Lune. Par contre, ça leur permettra vraiment de pouvoir analyser sans perdre de temps l'intérêt géologique d'un lieu, d'une zone, de pouvoir vraiment optimiser finalement ce que je disais, le choix des échantillons à ramener pour gagner du temps et permettre de mieux comprendre vraiment l'histoire, la composition des différents matériaux qu'ils pourront ramener. Tout à fait. Alors moi je rajouterais simplement la question de science, où on se pose la question, où Michel Cabaret pose la question, comment se forment les moutons sous votre lit ? Voilà.
Oui. Ça peut être intéressant, ça. C'est intéressant, oui. Voilà. Et puis, Ça donne envie de faire le ménage, d'ailleurs. oui, oui. N'hésitez pas. Ouais. Et puis un livre, moi j'ai noté un livre, en tout cas il y en a 3 qui sont conseillés. Les super pouvoirs de l'océan par Gilbert Bernabé aux éditions Très belle couverture d'ailleurs. 2024, DP Science 2024. Mais bon, de toute façon, allez acheter ou procurez-vous Science Ouest du mois d'octobre ou à l'Espace des Sciences ou dans certains lieux de vente. Oui, ou même sur notre site internet. Vous ouvrez le site internet sciencewest.org, science-west.org. Vous avez tout de suite un premier lien pour commander les numéros qui vous plaisent ou vous abonner. Donc n'hésitez pas, c'est très facile et vous les recevez rapidement chez vous. Super, très bien tout ça. Eh bien écoutez, on a fini. Hein. Bon, il y a encore bien d'autres articles, mais bon, il faut aller lire Science Ouest. Voilà. On vous souhaite une bonne préparation du numéro suivant, hein, qui doit être prêt d'ailleurs, presque, hein, d'accord. Oui, pratiquement. Oui, on est dans les dernières pages. On s'en doute. Une dernière ligne droite. Absolument. Et donc on se retrouve le mois prochain pour le numéro du mois de novembre, Marie. Avec plaisir. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.